Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro des infos dont on parle peu. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce 108e numéro. Au sommaire, nous allons parler d'infos internationales. Nous allons bien sûr parler de la crise entre la Turquie et la Russie. Vous savez qu'un avion russe a été abattu officiellement au-dessus de la Turquie. Bien évidemment, la Russie conteste cette version des faits. Alors déjà que les relations entre les deux pays n'étaient pas au beau fixe, mais là de nouveau, les relations sont de nouveau très tendues. Dans la partie internationale, on parlera également des États-Unis qui espionnent de nouveau leurs ressortissants depuis l'étranger. Et nous parlerons également de l'alerte globale ou mondiale qui a été faite aux voyageurs US jusqu'en février prochain. Dans la partie France, nous parlerons de l'après 13 novembre, bien évidemment, et des conséquences directes. Nous parlerons du chômage et nous parlerons également de ce militaire français qui est mort au Mali ces derniers jours, on va dire dans l'anonymat malheureusement. Attachez vos ceintures et on y va. On attaque ces infos internationales avec la crise entre la Turquie et la Russie, la relation entre les deux pays qui s'est vraiment tendue ces derniers jours après que la Turquie, la chasse turque, ait abattu un bombardier russe. La Turquie a abattu un avion militaire russe le 24 novembre dernier. Celui-ci avait violé son espace aérien près de sa frontière avec la Syrie. Je cite, « Un avion russe Su-24 a été abattu conformément aux règles d'engagement après avoir violé l'espace aérien turc malgré les avertissements. » Voilà ce qu'a précisé la présidence turque. Moscou a confirmé que l'un de ses appareils avait été abattu. Depuis le début de l'intervention militaire russe aux côtés du régime du président Bachar el-Assad, fin septembre, les incidents de frontières se sont multipliés entre Ankara et Moscou. Un pilote russe a été tué et le deuxième est porté disparu. Voilà ce qu'on a appris auprès des sources rebelles et des militaires de l'opposition syrienne. Le pilote a été tué par des forces de l'opposition qui lui ont tiré dessus alors qu'il atterrissait en parachute après s'être éjecté de l'appareil. Un hélicoptère russe a par ailleurs été visé et endommagé par des tirs rebelles dans la même zone, mais il a pu se poser en territoire contrôlé par le gouvernement syrien, selon l'Observatoire des droits de l'homme. Alors heureusement, Moscou ne semble pas tomber dans le piège occidental et a refusé une escalade vers la guerre. La Russie ne fera pas la guerre à la Turquie, malgré le crash d'un avion de guerre russe abattu près de la frontière syrienne par l'armée turque, que Moscou considère comme une provocation planifiée. Voilà ce qu'a déclaré le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov. Nous avons de sérieux doutes sur le fait qu'il s'agisse d'un acte spontané. Cela ressemble beaucoup à une provocation planifiée, a-t-il estimé lors d'une conférence de presse. Cependant, nous ne ferons pas la guerre à la Turquie. Nos relations avec le peuple turc n'ont pas changé. Voilà ce qu'a affirmé M. Lavrov. Peu après que le président turc Recep Tayyip Erdogan eut déclaré que son pays n'a absolument aucune intention de provoquer une escalade après cette affaire. Alors en réponse, la Russie a quand même décidé de déployer des missiles sol-air S-400 en Syrie, de manière à fermer l'espace aérien. Alors c'est quand même de mauvais augure au moment où la coalition internationale et normalement la Russie doivent s'entendre pour aller frapper l'État islamique en Syrie. Les avions de l'OTAN devront obtenir le feu vert de Moscou pour survoler la Syrie suite au déploiement des missiles sol-air russes S-400 Triumph dans ce pays. Voilà ce qu'a rapporté la chaîne de télévision américaine CNN. Les missiles S-400 ont une portée suffisante pour couvrir l'ensemble de la Syrie, ce qui signifie un contrôle total de l'espace aérien de ce pays par Moscou. Voilà ce que note CNN. Le radar du S-400 est capable de viser simultanément 300 cibles et possède une capacité d'antimissile. 72 missiles peuvent y être chargés simultanément. En réponse à Erdogan, la Russie a demandé à ses ressortissants de quitter la Turquie. Par ailleurs, la Turquie a fermement défendu son engagement incontesté contre les djihadistes en réponse aux accusations de complaisance lancées par la Russie et exclut de s'excuser auprès d'elle pour avoir abattu un de ses avions militaires à la frontière syrienne. Lors d'un discours à Ankara, le président islamo-conservateur Erdogan a catégoriquement démenti que son pays laissait transiter ou bénéficier des ventes du pétrole du groupe de l'État islamique. Je cite. Ceux qui nous accusent d'acheter du pétrole à Daesh ont l'obligation de prouver leurs allégations. Sinon, vous êtes des calomnieurs, a lancé M. Erdogan devant les élus locaux. Je continue de citer. Daesh vend le pétrole qu'il extrait à Assad, a-t-il ajouté, en référence au président syrien Bachar el-Assad. Parlez de ça avec Assad, que vous soutenez. L'escalade continue entre la Turquie et la Russie. Le ministre des Affaires étrangères russe a demandé à ses ressortissants en Turquie de quitter le pays pour revenir en Russie. Je cite, « En raison de l'actuelle menace terroriste en Turquie, nous réitérons notre appel aux citoyens russes de renoncer à visiter la Turquie et nous recommandons à ceux qui se trouvent là-bas pour des raisons personnelles de rentrer dans leur patrie. » Voilà ce qu'a déclaré le ministre dans un communiqué.
On parle maintenant de l'Ukraine. C'est vrai que ces sujets, maintenant, on n'en parle absolument plus dans les médias. Alors, première information, la Russie a de nouveau coupé l'approvisionnement en gaz à l'Ukraine parce que l'Ukraine n'avait pas payé ses échéances. Gazprom a interrompu ses livraisons de gaz à l'Ukraine, ce qui risque de perturber l'approvisionnement en gaz de l'Europe. 15% du gaz consommé en France provient de Russie. La Russie a mis ses menaces à exécution, elle a interrompu ses livraisons de gaz à l'Ukraine, faute de nouveaux paiements de Kiev. Voilà ce qu'a annoncé le groupe russe Gazprom. Cette décision crée de graves risques de perturbation des livraisons de gaz russe en Europe. En effet, un quart du gaz consommé au sein de l'Union européenne provient de la Russie et 60% transite par l'Ukraine. La dépendance des pays européens vis-à-vis du gaz russe varie de 100% pour les pays baltes à 15% pour la France. Autre information sur le sujet, le Premier ministre ukrainien Arseniy Yatsenyuk a interdit le survol de l'Ukraine aux engins russes. Interdiction pour les avions russes de survoler l'Ukraine pour éviter les provocations. Nouvelle étape dans la crise entre les deux pays voisins. Le gouvernement ukrainien décide d'interdire tous les vols de compagnies aériennes russes transitant par l'espace aérien ukrainien. Voilà ce qu'a annoncé le ministre Yatsenyuk lors d'un conseil. Je cite. La Russie peut utiliser l'espace aérien ukrainien pour des provocations, a-t-il estimé. L'Ukraine et la Russie avaient par ailleurs déjà interdit toute liaison aérienne directe entre leurs territoires depuis fin octobre. Les autorités russes avaient également fermé leur espace aérien aux avions ukrainiens, mais les avions civils russes pouvaient jusqu'à présent survoler la Turquie. Également, à noter que je vous parlais de coupure de gaz pour l'Ukraine, à noter que la Crimée, elle, a été coupée d'électricité de la part de l'Ukraine. On parle des États-Unis maintenant, les États-Unis qui continuent de bombarder en Irak, même si les troupes US officiellement ont quitté le pays, on continue de bombarder à l'aide de drones notamment, et on continue malheureusement à faire des victimes collatérales. L'armée américaine a reconnu qu'un bombardement américain en Irak le 13 mars dernier visant un checkpoint du groupe État islamique avait probablement provoqué la mort de 4 civils, dont un enfant. Une enquête de l'armée américaine a montré que le bombardement avait probablement provoqué la mort de 4 non-combattants, dont un pourrait avoir été un enfant, selon un communiqué du CENTCOM, le commandement des forces américaines au Moyen-Orient. On parlera dans la partie France de l'après-attentat du 13 novembre dernier. En tout cas, les États-Unis, eux, ont déjà émis une alerte mondiale pour les voyageurs américains en leur demandant de ne pas voyager jusqu'en février prochain par rapport à une recrudescence de menaces terroristes. Les États-Unis ont lancé une alerte mondiale sur les risques de voyager pour leurs ressortissants partout sur le globe en raison d'une hausse des menaces terroristes jusqu'au 24 février 2016. Voilà ce qu'a précisé le département d'État. Je cite, « Des autorités pensent qu'il existe toujours une probabilité pour qu'il y ait des attaques terroristes à mesure que des membres de Daesh reviennent de Syrie et d'Irak, met en garde la diplomatie américaine. Elle fait allusion aux combattants étrangers revenus dans leur pays d'origine après s'être battus dans les rangs de l'organisation djihadiste. » Alors c'est vrai que les États-Unis ont tellement semé le chaos partout sur la planète, avec la France maintenant, que les ressortissants US ne sont plus en sécurité nulle part. Pour terminer sur le sujet États-Unis, on parle de l'espionnage. Vous savez que théoriquement le gouvernement américain devrait avoir déjà arrêté d'espionner ses concitoyens. Bon, Obama a eu une petite rallonge de 6 mois, théoriquement qui devrait se terminer fin décembre, mais on a appris que les ressortissants seraient quand même espionnés depuis l'étranger. Si la NSA a affirmé avoir mis fin à son programme de surveillance du web, ce dernier serait bel et bien toujours en activité après avoir été relocalisé à l'étranger. En juin 2013, Edward Snowden, ancien analyste à la NSA, partageait à la presse britannique une série de documents mettant en évidence les activités de l'agence de renseignement. Il levait notamment le voile sur le programme PRISM visant à collecter des métadonnées en passant au crible les serveurs des fournisseurs de messagerie. Face à ces accusations, la NSA expliquait avoir mis fin à ce programme en décembre 2011 en précisant avoir manqué de ressources. Toutefois, selon un document récupéré par le New York Times, l'agence aurait trouvé le moyen de remettre en place une stratégie similaire sans avoir besoin de l'approbation de la Cour FISA et en passant outre les protections de la Constitution américaine. On reste sur le continent américain, mais cap au sud, en Argentine, où il y a eu l'élection présidentielle. Alors, Madame Kirchner a quitté son poste de présidente et c'est le libéral Mauricio Macri qui a pris sa place, qui a gagné les élections présidentielles en Argentine. La présidente de gauche Cristina Kirchner, à la tête du pays depuis 2007, après avoir succédé à son mari, ne pouvait pas se présenter pour un 3e mandat consécutif selon la Constitution. Le libéral Mauricio Macri
a remporté dimanche le second tour de l'élection présidentielle en Argentine et prendra ses fonctions le 10 décembre prochain, mettant fin à 12 ans de gouvernement Kirchner et marquant un virage à droite pour la troisième économie américaine latine. Alors pour la petite anecdote, sachez que Mauricio Macri avait demandé en 2009 l'aide des États-Unis pour gagner l'élection présidentielle face à Kirchner. Ça a été révélé par des câbles Wikileaks. Donc on voit bien que l'homme fort de l'Argentine aujourd'hui est un allié de poids des États-Unis. On passe à la partie France maintenant. Alors on va parler de l'après-attentat du 13 novembre bien évidemment. On va pas reparler des attentats et des faits puisque tout a été dit je pense. Les médias en ont fait leur chou gras et ont passé les images en boucle même s'ils n'avaient absolument rien à dire. En ce qui concerne l'analyse de cet attentat, l'analyse des causes, des conséquences etc. Tout est fait, tout sera écrit dans la prochaine lettre d'analyse et d'information libre, la numéro 8, qui va sortir dans les jours qui viennent. Je vous invite tous à aller sur la boutique de l'agence Infolibre pour précommander ce numéro 8 de l'agence Infolibre. Voilà. En tout cas, on va parler de l'état d'urgence, ou plutôt des conséquences directes de l'état d'urgence qui a été décrété pour 3 mois en France. Le bilan publié le lundi 23 novembre au matin par le ministère de l'Intérieur montre que ces moyens d'exception ont été largement employés. En 9 jours, les forces de l'ordre ont réalisé plus d'1 millier de perquisitions qui ont abouti à la découverte de 201 armes et de 77 cas de détention de stupéfiants, mais aussi de 253 assignations à résidence. La France qui a même écrit au Conseil de l'Europe pour dire qu'elle risquait de déroger à la Convention européenne des droits de l'homme. L'état d'urgence, récemment élargi et prolongé pour 3 mois, donne en effet le droit aux autorités françaises d'enfreindre certaines libertés. Premièrement, le ministre de l'Intérieur a désormais la possibilité d'ordonner des perquisitions de jour comme de nuit sans passer par une autorité judiciaire. Durant ces perquisitions, les policiers peuvent notamment fouiller et copier toutes les données informatiques qu'ils souhaitent, ce qui en temps normal est jugé contraire au droit à la vie privée. Autre mesure concernée, l'élargissement des assignations à résidence à n'importe quelle personne pour laquelle il y a, je cite, des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre public. En temps normal, une telle mesure pourrait être jugée arbitraire et contraire à la liberté de circulation. Une autre conséquence directe des attentats, ce sont les actes anti-musulmans en France qui ont explosé. Des insultes, des femmes voilées agressées ou suspectées, comme après l'attentat contre Charlie Hebdo, certains Français font l'amalgame entre croyants en islam et membres de l'État islamique. Salles arabes, terroristes, puis des coups de feu devant des vendeurs de kebab à Blaye, en Gironde, une mosquée devant laquelle on laisse du jambon et du lard ainsi que des inscriptions, la France aux Français, à Pontarlier dans le Doubs, des croix rouges dessinées sur la mosquée de Créteil dans le Val-de-Marne, la salle de Bruyères et la boucherie halal d'Oloron, Sainte-Marie dans les Pyrénées Atlantiques taguées, des inscriptions telles que mort aux musulmans trouvées sur les murs de la mairie d'Évreux dans l'Eure. La liste des actes islamophobes s'allonge après les attentats revendiqués par l'État islamique le 13 novembre à Paris, qui ont fait 130 morts et 300 blessés. Des musulmans sont attaqués comme s'ils étaient en partie responsables des actes commis par l'État islamique. Alors après les attentats contre Charlie Hebdo le 7 janvier dernier, le collectif contre l'islamophobie dénonçait déjà une augmentation de 70% des actes perpétrés à l'encontre des musulmans. Entre le 7 et le 12 janvier, pas moins de 54 actes anti-musulmans avaient été recensés par le collectif, rapporte Le Monde. Alors que paradoxalement en juin dernier, une étude du Pew Research Institute indiquait que les Français étaient plus nombreux qu'en 2014 à avoir une option favorable vis-à-vis des musulmans. L'Observatoire national contre l'islamophobie du Conseil français de culte musulman évoque ce jeudi 24 actes enregistrés depuis le 13 novembre. Il y a également cette association humanitaire française qui s'appelle Perle d'Espoir qui est suspectée d'aider le djihad en Syrie. 2 dirigeants de l'association française Perle d'Espoir ont été mis en examen la semaine dernière pour financement du terrorisme et association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. Voilà ce que révèle le monde.fr. Les enquêteurs s'intéressent particulièrement aux déclarations et aux photos qu'il a publiées sur les réseaux sociaux au cours de ses séjours en Syrie. Quant à la présidente de l'association, Yasmine Z, elle a été placée sous contrôle judiciaire, explique Le Monde. Alors après les terribles attentats de Paris, on a cru que l'État français, on a cru que les journalistes français allaient enfin prendre conscience, allaient enfin changer leur fusil d'épaule et pointer du doigt les vrais responsables de ce massacre. Eh bien absolument pas, car notre ministre, 2 jours après les attentats, est allé faire une interview sur France Inter,
une interview hallucinante. J'en suis tombé de ma chaise pratiquement. Interview où Manuel Valls dit que le Qatar et l'Arabie Saoudite aident la France à lutter contre l'État islamique. Absolument incroyable. Alors j'invite tout le monde, j'invite les journalistes, j'invite les politiques à aller voir le dernier numéro de Al Loup numéro 3, que nous avons mis en ligne quelques jours avant les attentats et qui explique très bien comment le Conseil national syrien a été inventé par la France, comment il a été infiltré, comment il a été aidé financièrement par les extrémistes sunnites et financé par la Turquie, le Qatar et l'Arabie Saoudite. Je vous parlais de la prise de conscience dans les médias. Alors, un exemple très concret qui s'est déroulé il y a quelques jours, un chroniqueur politique sur RMC, Thomas Guénolé, qui avait l'habitude d'intervenir sur l'antenne, s'est fait virer. Et oui, s'est fait virer parce qu'il a osé questionner les politiques sur leurs responsabilités, non pas dans les attentats, mais sur les responsabilités par rapport au manque d'équipement des policiers, au manque de préparation, etc. Voilà, donc lui, il a été renvoyé apparemment sous pression de l'administration française. Thomas Guénolé assurait que, je cite, « les brigades d'intervention manquaient gravement d'hommes et de moyens » et que, je continue de citer, « plusieurs policiers n'avaient ni gilet pare-balles lourd, ni casque lourd ». Thomas Guénolé a confirmé son licenciement. Je cite, « le directeur de la rédaction de RMC, Philippe Antoine, m'a téléphoné vendredi et dimanche soir. J'ai reçu un email me confirmant que j'étais viré. Mais comme je n'ai pas reçu de courriel formel, je me suis tout de même rendu dans les locaux de la radio ce matin, histoire de ne pas être en faute. On m'a refusé l'accès au plateau. Je peux donc dire officiellement ce matin que j'ai été viré d'RMC. » Alors puisqu'on parle des médias, il y a également cet article du Monde qui est paru sur le site lemonde.fr qui s'intitule « Le 10 rumeurs et intox qui circulent après les attentats du 13 novembre ». Alors c'est vrai que le nombre de crétineries qu'on a quand même lu sur les réseaux sociaux et sur internet parmi les pseudo-réinformateurs de la toile, il y en a qui méritent quelques tartes, là, je tiens quand même à le dire. Il n'empêche que cet article du Monde nous a quand même fait sourire. Alors, les quelques conseils du monde.fr pour ne pas se faire avoir par les rumeurs. Allons-y. Point numéro 1. Partez du principe qu'une information donnée sur le web par un inconnu est par défaut plus fausse que vraie. Point numéro 2. Fiez-vous plutôt aux médias reconnus, aux journalistes identifiés et connus. Et ne considérez pas non plus que cela suffit à rendre leurs informations vraies. Dans des situations de crise comme celle-ci, l'information circule très vite et peut souvent s'avérer par la suite erronée. Il vaut mieux attendre que plusieurs médias donnent un même fait pour le considérer comme établi. Point numéro 3. Une photo n'est jamais une preuve en soi, particulièrement quand elle émane d'un compte inconnu. Elle peut être ancienne, montrer autre chose que ce qui est dit ou être manipulé. C'est vrai qu'on se rappelle des chars russes qui interviennent en Ukraine. Vous vous rappelez de cet épisode? Point numéro 4. Un principe de base est de recouper. Si plusieurs médias fiables donnent la même info, elle a de bonnes chances d'être avérée. Point numéro 5. Méfiez-vous aussi des informations anxiogènes, type « Ne prenez pas le métro, un ami a dit à un autre ami que la police attendait à d'autres attentats ». Alors des informations anxiogènes que vous pouvez recevoir via SMS, messages des proches, etc. et qui s'avèrent fréquemment être des rumeurs relayées de proche en proche sans réelle source. Ce qui est ballot pour lemonde.fr, c'est que pratiquement le lendemain de la mise en ligne de son article, où on demande aux gens de faire confiance aux journalistes du Sérail seulement, eh bien le lendemain, un autre site internet, celui de France Inter, changeait carrément l'intitulé d'un de ses articles. En effet, un de ses articles, on est passé de le fantasme de l'infiltration terroriste à des terroristes parmi les migrants, point d'interrogation. C'est vrai que des sites d'information comme le nôtre, par exemple, ont été pris à partie, notamment par, bien sûr, l'extrême gauche antifasciste, en disant qu'on était des complotistes d'extrême droite, puisqu'on avait osé dire que parmi les migrants, les millions de réfugiés, il y aurait forcément des terroristes qui s'y cacheraient. C'était la logique même, bien évidemment. Je vous parlais de l'État français et du changement d'épaule qui aurait dû avoir lieu. Eh bien, absolument pas. Et une autre information qui va dans ce sens, c'est que quelques jours après les attentats, le Qatar a mis la main sur une des plus grosses entreprises informatiques françaises, GFI Informatique. Le groupe diversifié qatarien Manai Corporation est sur le point de prendre 51% du capital et des droits de vote de l'association de services informatiques français GFI Informatique. L'opération valoriserait GFI à 561 millions d'euros. L'objectif de Manai Corporation est de se positionner en actionnaire de long terme et d'accélérer sa stratégie de croissance en mettant l'accent sur son expansion internationale en zone Europe, Moyen-Orient, Afrique notamment. Pour le Qatarien, présent dans de nombreux domaines, notamment les télécoms, le gaz, la distribution et l'automobile, son but est de poursuivre la diversification des revenus à l'international.
On parle maintenant du chômage et les chiffres du mois d'octobre qui sont absolument pas bons puisque officiellement il y a plus 42 000 chômeurs ce mois-ci. Mauvaise nouvelle pour Hollande, à moins de 2 semaines des élections régionales, il y a 42 000 chômeurs de plus en octobre, soit une hausse de 1,2%. Bon bah écoutez, Hollande il s'en remettra puisque avec les attentats, sa cote de popularité a grimpé de 10 à 15%. Donc bon, ça va le faire reculer un petit peu peut-être, mais bon. Je continue. Après un fort recul en septembre et à moins de 2 semaines des élections régionales, le gouvernement a publié le nombre de demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi fin octobre. La France compte 42 000 chômeurs en plus 1,2% en octobre. La plus forte hausse depuis 2013, pour un total de 3,59 millions de chômeurs officiellement bien sûr. Sur un an, le nombre d'inscrits à Pôle emploi a augmenté de 3,7%. En incluant l'outre-mer, il s'élève à 3,85 millions. La hausse est plus modérée en comptant les demandeurs d'emploi exerçant une activité, plus 13 100, qui sont désormais 5,43 millions en métropole et 5,74 millions dans la France entière. On termine ces informations avec la mort d'un soldat français au Mali. Alors c'est le sergent-chef Alexis Garato qui a succombé à ses blessures malheureusement. Et les médias qui sont occupés à d'autres choses, malheureusement n'ont pas beaucoup relayé cette information. Gravement blessé le 13 octobre dernier avec 2 de ses camarades lors d'une mission de reconnaissance motorisée à 50 km à l'est de Tessalit, dans le nord du Mali, et soigné depuis par le personnel de l'hôpital d'instruction des armées de Percy, le sergent-chef Guarato, 35 ans, n'a malheureusement pas survécu à ses blessures causées par l'explosion d'une mine. Voilà, c'est terminé pour ce numéro des infos dont on parle peu. Je vous remercie tous pour votre attention. Je remercie bien sûr tous ceux qui donnent des informations tout le long de la semaine. Je remercie tous ceux qui aident financièrement l'agence Infolibre. Alors pour tous les donateurs KissKissBankBank qui veulent maintenir leurs dons, rendez-vous sur la boutique de l'agence Infolibre, boutique.agenceinfolibre.fr. Là, vous pouvez soit prendre un documentaire, soit commander la lettre d'analyse, soit vous abonner, c'est encore mieux, vous abonner à la lettre d'analyse et d'information libre si vous voulez aider l'agence Infolibre à rester indépendante et à rester vivante, on va dire. Je sais que beaucoup d'entre vous ne veulent pas s'inscrire sur la boutique de l'agence Infolibre, ne veulent pas laisser de coordonnées, donc je vais vous donner un formulaire à remplir et que vous pouvez me renvoyer avec votre chèque à l'attention de l'agence Infolibre avec le montant correspondant au 73 cours Albert Thomas 69 003 Lyon. Voilà. Rendez-vous donc la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Rendez-vous également tout le long de la semaine sur le site agenceinfolibre.fr. Rendez-vous sur notre Twitter, rendez-vous sur notre Facebook, rendez-vous sur nos chaînes YouTube Dailymotion, bien évidemment. Voilà, restez bien informés. Rendez-vous la semaine prochaine. Ciao à tous. Le connard là, du DHL. Okay. J'espère que c'est pas pour lui que vous faites le travail.